C'est important peut-être, c'est rappeler que c'est les mains aussi, les gels hydroalcooliques sur les mains, la transmission se fait aussi beaucoup par les mains. On sait, ça, on sait que c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai. Moi, j'avais été le reviewer du premier article qui avait été fait par Grapp au Pakistan, où vous avez découvert par hasard que ça protégeait des infections respiratoires en testant la protection contre les infections digestives. C'est rendu compte que ça protégeait autant les infections respiratoires que digestives. Moi, j'ai fait la même étude qui est publiée actuellement dans 2 villages au Sénégal où on a implanté le savon régulièrement avec le lavage. On a donné les savons, etc. On a une diminution spectaculaire des fièvres et des pneumopathies. Spectaculaire. Donc, le lavage des mains, le passage de l'eau alcoolisée. Et là, j'avais communiqué avec le ministre pour lui dire, et ça a été suivi d'effets immédiats. On n'arrivait pas à trouver, là aussi, une complexité. L'OMS avait recommandé une formation hydroalcoolique dans laquelle il fallait qu'il y ait la glycine, de l'eau oxygénée, et puis je sais pas quoi. C'est l'alcool à 70 degrés qui tue les bestioles. Donc il faut avoir de l'alcool à 70 degrés, dénaturé pour pas que les gens le boivent, pour que c'est mauvais goût. Voilà. Et avec ça, si on le passe 20 fois par jour, les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. D'ailleurs, je recommande à vos spectateurs et à vous-même de faire de la science, pour une fois, c'est-à-dire de l'observation. Observez n'importe qui autour de vous et posez-vous la question de savoir s'il a un rhume, comment il va vous le transmettre. Vous serez sidéré, en réalité, sauf s'il Par mille façons différentes, j'imagine. Non, s'il est bien élevé, il ne va pas vous éternuer dessus, sinon il est dégoûtant, il faut que vous éleviez les gens. Mais il va mettre ça dans un mouchoir, ou il va essuyer son nez avec le truc, il va mettre la main devant la bouche, et puis ensuite il va toucher des choses que vous-même... Et vous allez, si vous l'observez pendant une demi-heure, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains, ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a leur montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains et ensuite sur les objets inanimés. Professeur Raoult, est-ce qu'on se trompe de guerre sanitaire avec les masques et le confinement? On va en parler tout de suite. Est-ce que ce sont les nouvelles lignes Maginot? Encore une fois, est-ce que vous avez évoqué la peur, la panique qui cause plus de morts que la maladie elle-même? Est-ce qu'on vous évoquez une dictature hygiéniste? Si vous voulez, c'est pas le contrôle des comportements fait partie de l'organisation sociale aussi primitive que ce qu'on la connaît. C'est comme ça. Donc il faut relire Lévi-Strauss. Toutes les sociétés ont une organisation sociale avec des règles. Parmi ces règles, les règles hygiéno-diététiques, c'est la Bible, font partie de qu'est-ce qu'on mange pas. On sait très bien pourquoi il ne fallait pas manger de porc. C'est parce que le porc mal cuit donne des maladies dont on reconnaît tout de suite le lien de causalité avec le porc. Donc c'est un animal dangereux à manger cru en particulier. Pourquoi il faut manger cuit et pas cru? Quels sont les aliments défendus parce qu'ils sont possiblement empoisonnés ou parce qu'ils sont... Et donc tout ça, tout le code alimentaire, le code de la pureté, vous voyez, dans l'islam, eh bien, il faut faire 5 fois les ablutions par jour pour être propre, vous voyez. Tout ce code de l'hygiène, bien sûr, fait partie de la vie sociale, et en particulier pour éviter les intoxications et pour éviter les maladies infectieuses. Donc, ça fait partie de la vie qui est... qu'on enseigne aux petits et qu'on enseigne aux enfants, et qui fait partie de notre société. C'est différent d'une société à l'autre, mais ces mesures d'hygiène... Alors, elles ont été intégrées dans un corpus religieux jusqu'aux époques religieuses, c'est-à-dire pour l'Occident jusqu'au XIXe siècle. Maintenant, ça a disparu du corpus religieux. Et donc, quand il n'y a plus de religion, le besoin de l'hygiène, c'est d'autres qui s'en emparent, dont l'État qui se substitue. Et maintenant, c'est l'État qui fait le pape, vous voyez.